Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20 h sur la RTS, le journal, voici les titres. Investissement au Sénégal, l'USAID, l'AGOA, Google veulent accentuer leur partenariat avec l'État, éducation, agroalimentaire, digital ou tourisme. Ces institutions et entreprises américaines ciblent ces secteurs clés. Leurs dirigeants l'ont dit au président Macky Sall en marge du Forum États-Unis-Afrique à Washington. Amadou Ba reste le Premier ministre du Sénégal. La motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi a été rejetée. 83 voix contre 55. Réaction dans ce journal des présidents des groupes parlementaires et de quelques députés. C'est parti pour la foire internationale de Dakar. Pendant 2 semaines, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal va accueillir des entreprises, des commerçants et consommateurs. L'Algérie est le pays invité d'honneur de cette 30e édition. Le directeur général du CICES est l'invité de ce 20 h. Bienvenue, soutien à l'investissement privé, infrastructure, éducation, développement des exportations. Ce sont là les secteurs au menu des entretiens que le président Macky Sall a eu avec la secrétaire d'État au commerce, l'administrateur de l'USAID, mais également les responsables de Google et de DFC, la synthèse d'Omar. Dans la coopération avec les États-Unis, l'USAID est un pilier, notamment dans le domaine économique. Cette audience tient donc tout son sens. Avec le chef de l'État, l'administrateur a évoqué la nécessité de soutenir l'investissement privé. L'éducation est aussi un autre secteur clé de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Elle entend développer ce volet au Sénégal. L'AGOA, African Growth Opportunity Act, était au cœur de l'audience que le président de la République, Macky Sall, a accordée au secrétaire d'État au commerce des États-Unis. Il s'agit de voir comment booster des secteurs comme le digital, l'agroalimentaire ou encore le tourisme. L'idéal est de voir les entreprises américaines s'installer au Sénégal afin de trouver les voies et moyens de développer l'exportation vers les États-Unis. C'est cela qui va donner plus d'importance à cette initiative qui soutient le secteur du commerce en Afrique. DFC, Development Financial Corporation, est une banque de développement. L'entretien avec le président Macky Sall est mis à profit pour marquer un intérêt majeur dans le domaine des infrastructures. Le partenariat permettra aussi de soutenir les entreprises sénégalaises. Déjà, la banque appuie l'Institut Pasteur de Dakar dans la construction du vaccinopole de Diamniadio. Le président directeur général s'est réjoui de ces échanges qu'il a eus avec le président de la République, Macky Sall. Google veut également développer sa coopération avec le Sénégal et l'Afrique. Reçu par le président de la République, le vice-président a évoqué le développement des infrastructures numériques et la connectivité sur le continent. Les enjeux dans ce domaine étant importants, le responsable a trouvé l'audience très instructive car ouvrant de bonnes perspectives dans le partenariat avec le continent africain. Mais États-Unis, Afrique, le président Macky Sall a listé les priorités du continent devant le président Joe Biden. Le chef de l'État a tracé la voie pour le progrès et la prospérité partagée entre les États-Unis et l'Afrique. Les secteurs visés sont entre autres la sécurité, l'énergie ou l'agriculture. Voici le reportage d'Oumar. Dans un rendez-vous comme celui qui réunit l'Afrique et les États-Unis, chacun doit pouvoir identifier ses priorités. C'est ce que le président Macky Sall a fait, fidèle à sa ligne qui met en avant les intérêts du continent. Monsieur le Président, l'Afrique par ma voix souhaite partager avec vous 6 priorités et un message pour notre sommet. Première priorité, la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, nous attendons un engagement fort du sommet de Washington sur cette question vitale et un appui des États-Unis afin que le Conseil de sécurité des Nations Unies place la lutte contre le terrorisme en Afrique dans le cadre du mécanisme de sécurité collective de la Charte des Nations Unies. La deuxième priorité, Monsieur le Président, devant le triple impact du changement climatique, d'une crise sanitaire sans précédent et d'une guerre majeure,
l'Afrique renouvelle son plaidoyer pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux et vous en avez évoqué un aspect très important. Nous souhaitons que le Congrès puisse vous accompagner dans ce souhait et la mise en œuvre effective de l'initiative du G20 sur la suspension du service de la dette après ces différents chocs. À l'image des plans massifs déployés par les pays développés en soutien aux ménages et aux entreprises, nous avons aussi mis en place des mesures de résilience économique et sociale, mais avec des capacités limitées devant l'ampleur de la crise. C'est pourquoi nous plaidons pour une action solidaire internationale en soutien à nos efforts de résilience et de relance économique. Troisième priorité, l'Afrique souhaite un engagement plus soutenu dans l'investissement sur les infrastructures de développement. Nous avons vu hier et suivi avec beaucoup d'intérêt votre message lors du Business Forum. L'Afrique étant le dernier grand chantier du monde, à défaut d'un plan spécial pour l'Afrique, nous appelons à la mobilisation diligente des ressources annoncées par le G7 sur l'inspiration américaine au titre du partenariat pour l'infrastructure mondiale et l'investissement pour accompagner la réalisation d'infrastructures en Afrique. Quatrième priorité, Monsieur le Président, l'Afrique, continent le moins pollueur et le plus vulnérable au réchauffement climatique, reste attaché aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Mais l'Afrique demande une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire ses besoins d'industrialisation à des coûts compétitifs et assurer l'accès universel à l'électricité dont plus de 600 millions d'Africains restent encore privés. Cinquième priorité, l'Afrique souhaite travailler avec les États-Unis pour gagner la bataille de la souveraineté alimentaire. Nous saluons l'appui de votre pays au mécanisme africain de financement des engrais dans le cadre du plan d'urgence de la Banque africaine de développement pour la production alimentaire. Dans l'immédiat, l'Afrique souhaite la prise de mesures urgentes pour faciliter l'accès au marché des engrais et des produits agricoles. Quand je dis l'accès, c'est pour l'achat. À moyen et long terme, nous voulons surtout travailler avec les États-Unis pour l'amélioration de la production en Afrique, y compris par des investissements massifs dans la diversification des chaînes de valeur et le renforcement des infrastructures agricoles. Je propose, Monsieur le Président, que notre sommet lance une initiative présidentielle à votre niveau sur l'agriculture en Afrique. Sixième priorité, enfin, l'Afrique appelle à une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, notamment par l'accélération du processus de réforme du Conseil de sécurité et l'octroi d'un siège à l'Union africaine et au sein du G20. Et là, vous avez déjà apporté la réponse qui était attendue. Je vous en remercie au nom de l'ensemble de nos collègues. En soulevant ces points devant le président Joe Biden, le chef de l'État est dans le réalisme qui a des bases solides, d'où ce message important. Un partenariat afro-américain co-construit, toujours plus solide et plus confiant, pour le progrès et la prospérité partagée des peuples. C'est la raison d'être de ce sommet. Le président Macky Sall a bien porté le message. Autre plaidoyer que porte le président Macky Sall, l'octroi au sein du G20 d'un siège pour l'Union africaine. L'Afrique reçoit justement le soutien de taille du président Joe Biden au Marling. C'était un point important de son plaidoyer permanent. Aujourd'hui, le président Macky Sall reçoit un soutien de taille, celui du président des États-Unis. L'Afrique doit prendre part aux discussions dans toutes les forats où les discussions ont lieu. Voilà pourquoi j'ai annoncé en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies que les États-Unis appuient à plein
la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour inclure une représentation permanente de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'appelle l'Union africaine à se joindre au G20 comme membre permanent. Avec ce soutien de poids, le continent africain est donc bien parti pour siéger au plus haut niveau afin de faire entendre sa voix. Je voudrais saluer au nom de tous les collègues la décision importante de soutien du président Biden de la participation de l'Afrique comme membre permanent du G20. Cela mérite des félicitations et des applaudissements au président, puisque ça va être le déclencheur pour notre participation au G20 comme membre à part entière, mais aussi son soutien pour l'intégration du continent comme membre permanent au Conseil de sécurité. La déclaration conjointe donnera les grandes lignes, mais déjà on peut retenir un nouveau départ dans le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le sommet a véritablement tenu ses promesses. Nous espérons retrouver Omar Nying en direct de Washington pour nous faire le bilan justement de ce sommet États-Unis-Afrique. La motion de censure déposée par l'opposition a été rejetée par les députés, 83 voix contre 55. Amadou Ba reste donc le Premier ministre du Sénégal. Retour sur les temps forts avec Cheikh Bamba Gueye. En conséquence, l'Assemblée n'a pas adopté la motion de censure. Merci. Je vous remercie. C'est une véritable explosion de joie à l'annonce du rejet de la motion de censure. Mais était-ce une surprise dans la mesure où il fallait récolter une majorité de 83 voix? Or, à l'arrivée, seuls 55 députés ont voté pour la motion de censure. Cet échec est-il tributaire de la posture de Yewwi Askan Wi encline à faire cavalier seul, ou était-ce un projet précoce d'avoir voulu faire tomber le gouvernement, même si le dépôt d'une motion de censure est pris en compte par l'article 86 de la Constitution, quand bien même, au regard des motions préjudicielles, cette notion de motion de censure relevait plutôt d'une motion de défiance à l'égard du Premier ministre, qui, il y a 72 heures, était là pour la déclaration de politique générale. Cette motion de censure a été qualifiée par ses auteurs, que je cite, motion de défiance à l'égard du Premier ministre, qui n'a pas voulu se soumettre à un vote de confiance des députés. Cette prérogative, qui consiste pour le Premier ministre à provoquer le vote de confiance, est différente de la motion de censure qui nous réunit aujourd'hui. Une motion, donc plutôt de défiance, de faire revenir le Premier ministre qui n'a pas sollicité le vote de confiance lors de la déclaration de politique générale DPG et que rien ne l'y obligeait, d'autant plus que l'article 55 de la Constitution le laissait à son appréciation, donc facultatif. Et sans langue de bois, le Premier ministre Amadou Ba, considérant que l'exercice du pouvoir étant une chose sérieuse et dans un régime où la clé de voûte des institutions est le président de la République, a tenu à rappeler certains fondamentaux dont leur déliquescence mettrait en péril les institutions et partant la République appuyée par une rhétorique sans complaisance. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, de la désinformation, de la manipulation, de l'arrogance comme mode de communication politicienne. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, de la violence verbale, morale et physique comme moyen de pression politique. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, de l'impertinence, de l'intempérance et de la communication nébuleuse. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, du discours de haine et de xénophobie à l'endroit des pays frères et amis partenaires du Sénégal qui contribuent à notre effort de développement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec notre politique parce que peut-être vous pensez pouvoir faire autant ou mieux. Vous en avez le droit, certes, mais ce n'est pas une raison de renoncer à l'appréciation lucide et clairvoyante. Ainsi, le Premier ministre déroule donc un diagnostic profond pour la poursuite de l'action gouvernementale au profit exclusif du peuple sénégalais. Le gouvernement, dont j'ai la confiance par le président Macky Sall, l'honneur et la responsabilité de coordonner l'action,
et au service exclusif de nos concitoyens. Vous, comme nous, savez que les Sénégalaises et les Sénégalais veulent la rupture. Oui, la rupture avec cette manière de faire de la politique, fondée sur le blocage systématique des institutions, ce qui rend les populations peu fières. La rupture pour aller vers une démocratie apaisée, dans laquelle les politiciens ont de la hauteur et traitent avec respect et bienveillance leurs collègues, les institutions, leurs concitoyens et les pays partenaires du Sénégal. La rupture, en mettant l'intérêt supérieur du Sénégal au-delà de toute considération partisane, avec intelligence et organisation et méthode, et non en cultivant la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions. Ainsi donc, l'exposé des motifs n'ayant pas pu convaincre plus de la majorité entraîne un large rejet de la motion de censure. À rappeler pour l'histoire aussi qu'en 2012, le premier gouvernement du président Macky Sall faisait face à une première motion de censure qui, elle aussi, a été aplatie par la majorité écrasante de Benno Bokk Yakaar à l'époque. Le rejet de la motion de censure montre que le peuple sénégalais est en phase avec le choix du président Macky Sall. Le Premier ministre le déclare, Amadou Ba s'est réjoui de cette décision de l'Assemblée nationale. Ces propos sont recueillis par nos reporters qui étaient à l'Assemblée nationale. De l'opportunité qui nous a été donnée aujourd'hui de montrer que le Sénégal est une démocratie forte. Le Sénégal est une démocratie vivace et que le peuple sénégalais, à travers ses représentants, a besoin d'un gouvernement qui travaille, d'un gouvernement ouvert. C'est pour cela que la motion de censure a été rejetée. Maintenant, on va se mettre au travail. Cela n'empêche, conformément à la volonté du président Macky Sall, nous souhaitons que tous les Sénégalais, de toute obédience qu'ils soient, qu'on puisse se retrouver autour de l'essentiel. Le pays a besoin de nous, le pays a besoin qu'on travaille, on a besoin de beaucoup plus de sérénité, mais on a besoin aussi d'avoir un espace démocratique apaisé. Je pense que je me félicite de la décision de l'Assemblée qui montre que le choix du président est un choix pertinent. En mettant en place un gouvernement qui consolidera, un gouvernement à l'écoute des populations, un gouvernement de combat, un gouvernement tourné vers l'émergence, le président a montré la voie et les députés, dans leur grande majorité, ont accepté de suivre, d'appuyer le gouvernement. On vous donne rendez-vous. Je pense que le gouvernement va entrer maintenant en action pour mettre en œuvre la vision du président. La majorité a donc rejeté la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi, un résultat prévisible. Après le vote, nos reporters ont recueilli les réactions de présidents de groupes parlementaires. Conformément à la Constitution, le groupe parlementaire de Yewwi, après avoir écouté la déclaration de politique générale du Premier ministre, a éprouvé le besoin de déposer une motion de censure pour montrer notre insatisfaction à la suite de cette déclaration de politique générale. Parce que nous attendions le Premier ministre sur beaucoup de questions, sur l'état de droit, la situation de la démocratie au Sénégal, sur les questions de souveraineté, ainsi de suite, sur la justice. Donc nous n'avons pas été satisfaits. Nous avons jugé utile donc, de déposer cette motion de censure telle que la Constitution nous le confère. Ça s'est bien déroulé? Ça s'est très bien déroulé et nous sommes satisfaits. Satisfaits de savoir que le groupe Yewwi Askan Wi est resté debout et a eu la totalité de ces voix qui ont voté contre. L'objectif, il était politique, mais il s'agissait pour nous aussi de faire revenir le Premier ministre pour lui montrer notre insatisfaction par rapport donc, à sa déclaration de politique générale. Cette motion de censure, les collègues du groupe parlementaire Yewwi nous ont avisé de la motion de censure le jour même où on devait la déposer. Alors nous avons estimé que ça ne marche pas comme ça. Les groupes sont libres, les groupes sont autonomes, mais quand même pour une action politique, si on veut la faire ensemble, on doit en parler. C'est pourquoi, quand nous nous sommes réunis, les collègues ont estimé qu'on devait s'abstenir. Parce que quand même, nous sommes un groupe assez représentatif, implanté à l'Assemblée nationale depuis 1978, donc mûr
Et vraiment, nous n'avons pas trouvé ça élégant. C'est pourquoi nous avons estimé que nos amis de Yewwi sont libres de présenter une motion. C'est leur droit. S'ils ne nous en associent pas, ils l'assument. Cette motion de censure était un affront contre notre démocratie, une défiance contre les pères fondateurs de notre République, qui a opté résolument depuis 1963 pour un régime présidentiel. Pour nous, c'était de l'enfantillage démocratique. Les journaux l'ont montré, heureusement, que la majorité responsable a décidé de rejeter cette motion de censure, donc, qui a été portée par 53 députés, votée par 55 députés, presque le tiers en fait de l'Assemblée nationale, des membres qui composent l'Assemblée nationale. Ça veut dire simplement que dans sa très forte majorité, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure qui est considérée comme vraiment une motion de censure sans fondement juridique, irrégulière dans la forme et qui était en fait une motion de censure pour l'immobilisme et contraire au progrès. Donc c'est pour cette raison que l'Assemblée nationale, dans 2 tiers de ses membres, a rejeté cette motion de censure. D'autres réactions, celles de quelques députés et des personnalités qui ont pris part à cette séance ce jeudi. C'est un exercice démocratique. C'est la Constitution qui prévoit la possibilité pour l'Assemblée nationale de déposer une motion de censure. Quand ça a été déposé, la motion a été déclarée recevable. Le gouvernement s'est prêté à l'exercice. Le gouvernement est venu se présenter devant l'Assemblée nationale. Et puis, il y a eu une discussion libre, ouverte. L'opposition s'est exprimée, la majorité s'est exprimée. On est passé au vote et le vote a montré que la majorité de l'Assemblée nationale n'est pas favorable à la motion de censure. La motion de censure a été rejetée. Et quand la motion de censure est rejetée, cela montre aussi que le peuple sénégalais ne veut pas de cette motion de censure. Une partie de l'opposition a voulu censurer le gouvernement à travers cette motion de censure. Et je pense que c'est inapproprié parce que le gouvernement a déjà fait voter le budget de manière majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Celle-ci a pris en charge cette préoccupation. Je pense qu'elle est en droite ligne de la volonté exprimée par les députés au moment du vote du budget, qui traduit la volonté d'accompagner davantage le président de la République et le Premier ministre dans l'accomplissement des missions que les Sénégalais leur ont confiées. La lecture est très simple. Il y a une opposition très responsable qui comprend les enjeux de la démocratie, les enjeux de l'habilitation financière pour que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent bénéficier notamment des actions gouvernementales. Et il y a une opposition qui a voulu faire de la politique politicienne et notamment qui a perdu de manière très large cette motion de censure. En démocratie, on ne perd jamais. On a fait ce qu'il fallait faire. On a déposé cette motion de censure avec conviction, avec l'intention de pousser le Premier ministre à revenir déjà ici pour montrer que la centralité de la démocratie, c'est ici à l'Assemblée nationale. Et puis qu'ils prennent maintenant tout le monde responsable devant Dieu et devant l'histoire. Nous ne sommes pas surpris. Les éléments avancés étaient trop légers. Nos amis, j'allais dire de Yewwi, je ne dis pas de l'opposition, parce que dans le vote, on a constaté que le Wallou s'est démarqué. Et dans la prolongation de la politique, on nous promet une rupture, mais on insiste sur des méthodes, sur des manières qui ne nous font pas grandir. Et en bon sénégalais, les députés ont jugé nettement que c'était de la prolongation politique, que cette motion n'avait pas sa raison d'être. Ça nous a surpris. Pourquoi ? Parce que quand on dit qu'il y a un Premier ministre, on doit l'accompagner d'abord d'ici 6 mois. Et nous, en tant que des élus, on doit d'abord contrôler qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le bilan que le ministre avait déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Avant de sanctionner, d'abord, c'est de contrôler. Mais tel n'est pas le cas pour cette opposition. Nous ne sommes pas surpris quand même. Parce que durant tous les ministres, ils n'ont jamais voté pour un budget d'un ministère. Et là, Ibrahim Manour est notre invité, historien. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Alors, quelle analyse faites-vous de cet acte que l'opposition a posé ce matin? Bon, je me réfère simplement à l'histoire du Sénégal où la seule fois où on a voté une motion de censure, c'était le 17 décembre 1962 contre le gouvernement du président Mamadou Dia. Et c'est la seule fois où on a donc vu une motion passée, enfin votée par une majorité, et le gouvernement est tombé. Mais là, dans le cas d'espèce, bon, on a suivi les procédures, c'est-à-dire qu'on dépose la motion avec au minimum
l'équivalent du 10e du Parlement, c'est-à-dire 17 députés. Ça a été respecté. Quand on dépose la motion, il faut que tous les signataires, en fait, tous ceux qui sont favorables, les 17, signent le papier pour dire que c'est eux-mêmes qui proposent donc le vote de la motion. Ils l'ont déposé le lundi. Il faut 2 jours pour voter cette motion. Le jour du dépôt ne compte pas. Le jour du vote ne compte pas. C'est donc entre mardi et mercredi, les 2 jours. Et le jeudi, donc aujourd'hui, ça a été voté. Donc on peut dire que sur le plan de la procédure parlementaire législative, tout a été respecté et ça montre une fois de plus la solidité de la démocratie sénégalaise et de ses institutions. Vous parlez de 1962, les contextes sont différents. Aujourd'hui, c'est Amadou Ba qui est Premier ministre. Comment expliquez-vous le fait que l'opposition veuille à tout prix déposer cette motion de censure et même de défiance pour certains? Bon, je pense que c'est une question à laquelle l'opposition pourrait répondre, mais ce qui est sûr, si c'est pour tester notre démocratie, je pense qu'on voit bien qu'elle est solide. Si c'est pour tester la solidité de nos institutions, bon, vraiment, il n'y a rien à dire. En revanche, avoir voté un budget pour un gouvernement la semaine dernière et la semaine suivante déposer une motion de défiance, parce que la motion de censure, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en ce gouvernement. Or, vous ne pouvez pas mettre à la disposition de ce gouvernement des moyens, c'est-à-dire un budget, et la semaine suivante, dire que nous n'avons pas confiance. C'est ce paradoxe-là, en fait, cette contradiction, qui apparaît donc à la lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui. 83 voix contre 55. On voit que ce n'est pas toute l'opposition qui a voté justement pour cette motion. Quelles leçons l'opposition devrait-elle tirer de ces faits-là qui ont eu lieu aujourd'hui? Les premières leçons, c'est d'abord, si c'était pour tester, ils ont vu que nos institutions sont solides. Si c'est pour éprouver la démocratie, ils ont vu que nos pays vraiment est un modèle de démocratie. Si c'est maintenant pour un peu, disons, mesurer leur force, on voit bien que ce n'est pas l'opposition unie, c'est une partie de l'opposition. Donc c'est une partie des représentants du peuple sénégalais qui, dont on le voit à travers le vote, cette partie est minoritaire, en tout cas, à travers les résultats du vote de cette motion de censure. Quelqu'un parmi eux a dit qu'en démocratie, on ne perd jamais. Et pour le pouvoir, ce qui s'est passé aujourd'hui révèle quoi? Amadou Ba, on l'a vu tout sourire. Est-ce que c'est une manière de le consolider dans ses fonctions de Premier ministre? Tout à fait. Ça veut dire que, d'abord, la majorité des représentants du peuple sénégalais est favorable, n'est-ce pas, à ce gouvernement, est favorable au chef de ce gouvernement, est favorable, n'est-ce pas, à la poursuite de l'action de ce gouvernement. Bon, ceux qui sont peut-être, disons, enclins à penser que peut-être que le gouvernement n'est pas, disons, majoritaire, ou en tout cas n'a pas un soutien parlementaire majoritaire, bon, se sont rendus compte que tel n'était pas le cas. Donc c'est pour donner, disons, de l'impulsion et une plus grande assise, n'est-ce pas, à ce gouvernement, n'est-ce pas, du Premier ministre Mamadou. Et si on revient à 62, c'était dû à quoi cette motion de censure? Pour mieux comprendre, justement, c'est quoi une motion de censure? Ah non, ils ont fait toute une liste en disant que nous n'avons plus confiance parce que ce gouvernement a introduit des notions de clan, ce gouvernement a remis en cause des privilèges qui étaient dévolus au Parlement, ce gouvernement a considéré que, disons, le Parlement devait continuer à être sous la coupe du gouvernement. Bon, c'était un régime parlementaire. Ils ont énuméré des griefs, et ces griefs-là ont montré, enfin, les députés qui étaient favorables à ces griefs, en tout cas à cette motion, ont voté et étaient majoritaires. C'est la raison pour laquelle la confiance a été retirée. On dit on retire notre confiance. C'est comme ça la conclusion de la motion. Nous retirons notre confiance à ce gouvernement. Voilà, ça signifie. Et aujourd'hui, le Sénégal est sous un régime présidentiel. Est-ce qu'une motion de censure pourrait avoir la force de... Une conséquence vis-à-vis du président de la République, parce que comme quelqu'un l'a rappelé, c'est la clé de voûte des institutions.
il change simplement de gouvernement, comme il peut reconduire les mêmes personnes, que ce soit le chef du gouvernement ou toute l'équipe gouvernementale, ça ne change absolument rien. Ibrahim Ndong, merci. Merci beaucoup. Pour l'histoire, vous êtes historien et vous avez également été directeur général de Sénélec, si je m'abuse. Merci pour ces précisions. Et puis le projet NECAL, l'acquisition de nouveaux équipements, va aider à la numérisation de l'état civil. 15 millions d'actes sont déjà en cours, indique le comité de pilotage de ce programme. L'accès à l'état civil devrait être plus facile à partir de 2023. Salut Sec. La 4e réunion du comité de pilotage du programme NECAL a permis d'exposer quelques réalisations. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'une stratégie nationale de l'état civil, de la réalisation de la cartographie des centres secondaires, d'un plan de conservation des archives, entre autres. Des résultats importants dans les 3 domaines. Il s'agit de la gouvernance qui est améliorée, l'accès aussi à l'état civil et aux services de qualité. Et enfin, par rapport au fichier national et à l'informatisation aussi, nous avons eu des résultats importants. Donc nous pouvons dire que dans le cadre de l'exécution, nous sommes à 58% d'exécution financière, mais à presque 85% d'exécution d'engagement. Ce qui veut dire que des efforts importants ont été faits, mais les défis majeurs, c'est que dès l'année prochaine, entre avril et juillet, procéder à la réception des équipements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs en termes de construction de centres d'état civil, en termes d'équipement de centres d'état civil, en termes de formation et en termes de numérisation. Donc nous sommes en train de numériser presque 15 millions d'actes d'état civil et cela s'est fait dans un processus participatif. Le programme NECAL avance donc à grands pas. À terme, ce sont des équipements de dernière génération qui seront utilisés pour délivrer les actes d'état civil. Nous sommes impliqués dans la conception, nous sommes impliqués dans le suivi et nous voyons la réalisation des objectifs intermédiaires sur le terrain et c'est avec beaucoup d'engagement que nous impliquerons puisque nous sommes quand même parmi les principaux bénéficiaires de ce projet. Ce projet vient combler un gap. Et c'est un projet dans une certaine mesure d'équité, puisqu'il y avait quand même une grande différence entre les états civils en milieu rural et les états civils en milieu urbain. Et à terme, je pense que nous allons nous décomplexer, nous, les communes rurales, et pour vraiment rentrer dans l'ère de la numérisation et de la digitalisation. Dans sa volonté de moderniser le secteur, le Sénégal est appuyé par l'Union européenne pour relever les défis. L'action des maires et l'engagement des maires est important à cet égard. Il faut que l'ensemble du territoire et des populations puissent avoir accès aux mêmes droits. L'état civil concerne d'abord les populations. Ça concerne leur droit à l'éducation, ça concerne leur droit à la santé, l'accès à la santé, ça concerne leur droit à la protection. Et donc, pour l'Union européenne, c'était assez naturel d'accompagner les efforts du Sénégal. Cette réunion du comité de pilotage a permis de faire le bilan technique et financier de l'exécution 2022 et a été aussi mise à profit pour présenter le plan de travail et le budget annuel de 2023. Des professionnels des médias honorés par la Convention des jeunes reporters du Sénégal, ils sont une trentaine à s'être distingués dans leurs carrières respectives pour cette 2e édition du Sargal de la CRJS. Plusieurs récipiendaires viennent de la RTS, Ibrahim Ndong. Ils ont tous blanchi sous leur harnais, de véritables hommes du sérail. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur. Le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la pratique du journalisme a fait d'eux aujourd'hui des modèles. Ces hommes et femmes reçoivent la meilleure des distinctions, celle des pairs. Je suis très émue, vraiment, d'être fêtée par des jeunes journalistes. C'est très touchant, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. C'est ton sentiment profond qui m'anime, eu égard à la grandeur de ces gestes de la Convention. Ce sont des pères, des jeunes qui pouvaient casser du sucre sur mon dos, qui pouvaient me critiquer avec des critiques particulièrement acerbes et corrosives. Ces jeunes ne l'ont pas fait, au contraire, ils m'ont porté au pinacle. C'est un grand honneur que de recevoir ce prix. C'est un hommage, un sargal comme on dit en Wolof. C'est un hommage des jeunes de la corporation, la Convention des jeunes reporters,
Que cela vienne de jeunes donne du sens à la chose. Parce que les jeunes constituent, je pense, l'espoir, comme on dit, de demain. Ces jeunes qui ont initié cette cérémonie d'hommage aux anciens sont l'avenir du métier. Il leur reste du chemin. Pour y arriver, les jeunes reporters doivent épouser un certain nombre de valeurs. C'est de cultiver l'humilité et la patience. Ne pas bousculer l'histoire et de donner du temps au temps. Ça, c'est d'un. De deux, oui, je partage mes modestes connaissances avec ces jeunes-là et je leur dis souvent dans les salles de cours que la télévision a fini de légaliser la violation de l'intimité familiale. Soyons modestes, soyons humbles, rasons les murs et il faut que nous sachions que ceux qui nous suivent sont des sommités intellectuels, des exégètes dans tous les domaines et qui en savent plus que nous et qui ont l'humilité de nous suivre avec patience. Soyons corrects, soyons humbles devant eux. À travers ces récompenses, la Convention des jeunes reporters du Sénégal remercie les doyens pour service rendu à la presse. Deuxième édition, effectivement, est une occasion encore pour nous de dire un très grand merci aux personnes qui ont marqué par leur pratique professionnelle le rayonnement du secteur de la presse. Le ministre de la Communication, qui a présidé la cérémonie, a exhorté les journalistes à rester sur les fondamentaux du métier, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Ils sont venus apprendre de l'expérience de la RTS dans le domaine de l'audiovisuel. Une délégation gambienne dirigée par le ministre de la Communication de ce pays était l'hôte du directeur général de la RTS. La RTS et la JRTS, ce sont deux structures qui entretiennent des relations étroites. Le reportage de Carlton Gay. La RTS inspire plus d'un à travers son expérience et ses acquis. Cette visite d'une mission gambienne de ses locaux le confirme. Studio, radio, installations techniques, tout le dispositif a été présenté aux hôtes du directeur général. Le ministre gambien de la Communication se dit impressionné par ce qu'il a vu. Ce qu'on a trouvé sur place est vraiment impressionnant et on pense que c'est une très bonne chose pour nous de voir ce travail de la RTS. On est venu apprendre la RTS de par son expérience et son expertise. La RTS est beaucoup plus en avance que nous, je dirais. Gambian Radio Television peut compter sur l'expertise de la RTS. Je suis vraiment impressionné par le professionnalisme et aussi par les installations modernes mises en place par le directeur général de la RTS. Il faut dire que la RTS est liée à la société de radio-télévision de Gambie, JRTS, par un MOU, ce qu'on appelle un mémorandum d'entente. Et cela fait bien des années. Ça veut dire que nous collaborons avec cette télévision, cette radio-télévision sœur depuis un certain nombre d'années dans le cadre d'échanges d'expériences, dans le cadre d'échanges de programmes. Et jusqu'ici, ça se passe très très bien. Ces deux institutions sont liées par une coopération de longue date et la RTS reste une référence selon la tutelle. Vous savez, la RTS, c'est un fleuron pour nous, c'est une référence. Quand nous avons des visiteurs étrangers, la première des choses, on nous demande d'aller visiter la RTS. Et effectivement, vous avez constaté depuis 2012, où la RTS a pu se bonifier, a profité effectivement de l'organisation de grandes rencontres, notamment les sommets pour s'équiper. D'ailleurs, le ministre même parlait de la révolution de 2017 pour dire que nous avons réussi la migration HD, la migration vers le numérique. Et la Gambie aujourd'hui est venue s'inspirer de ce modèle qui fait justement une fierté partout en Afrique. Nos voisins gambiens ont pu visiter le chantier de la tour de la RTS, une infrastructure moderne qui mérite d'être vulgarisée. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet de tour R+10. La RTS ou le Sénégal est le seul pays qui peut se prévaloir de disposer d'un studio de 1000 m². Un studio de 1000 m², c'est vraiment, ça va attirer les producteurs de spectacles, ça va attirer les producteurs de cinéma parce que vous savez, beaucoup de séries se filment en studio. Aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté qui est bien légitime et nous pensons aussi que en Afrique, ça va être une valeur ajoutée. Cette mission d'imprégnation a permis d'échanger avec les travailleurs de la RTS sur beaucoup de questions. Pour le ministre et sa délégation, la radiodiffusion télévision sénégalaise
est à prendre comme exemple dans le domaine de l'audiovisuel en Afrique. Et puis la RTS qui sera au cœur de la foire internationale de Dakar, qui a démarré aujourd'hui. Pendant 15 jours, la télévision sénégalaise va vous plonger dans l'ambiance de la foire internationale de Dakar, 30e édition. Le directeur général devait être notre invité. Il sera là sans doute demain. Après la demi-finale d'hier, difficile pour les journalistes d'arracher quelques mots aux joueurs marocains, tant la déception était grande en zone mixte. Les Français ont été plus disponibles. Antoine Griezmann ou Tchouaméni sont contents de leur qualification en finale. Pour eux, l'objectif reste la gagne face à l'Argentine. Nous les écoutons. Très heureux, très fier. On est en train de faire une très belle compète. Voilà, on a vu que les matchs sont difficiles à gagner. Et maintenant, bien se reposer. Et dès demain, focus dimanche parce que c'est une finale et il faut la gagner. Didier Drogba a dit que c'était plus comme N'Golo Kanté que Antoine Griezmann, t'es d'accord? Ouais, bon, on va dire ça, mais après voilà, c'est ce qu'a besoin l'équipe, défensivement, offensivement, et j'ai les jambes pour, donc zéro problème. En fait, c'est ta 3e finale d'Euro ou de Coupe du Monde où tu joues dans 3 rôles différents. Comment tu fais pour te mettre dans tous ces rôles différents? J'adore regarder les joueurs à la télé. J'adore en parler avec ceux qui sont défenseurs central, latéral, milieu. Peu importe, j'essaye d'être le joueur le plus complet possible et au final être toujours là pour ce qu'a besoin le coach ou l'équipe. Et ça me réussit bien, donc je suis content pour moi et pour l'équipe. Tu l'as pris quand? C'était comment l'ambiance dans le vestiaire, Antoine? On a envie de savoir un petit peu. Ouais, très bien, très heureux. Vous allez voir la vidéo à Guigui qui va sûrement sortir. Ouais. Mais voilà, pas d'euphorie, il y a encore un match à jouer et ça va être le plus dur, donc voilà, va être focus à des dimanches, mais je pense que ça va être une belle vidéo. On est content, tout le monde est content dans le vestiaire. Après, on a encore du mal à réaliser parce que le match vient juste de se terminer, mais c'est sûr que dans les prochaines heures, on va se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Comment vous avez trouvé cette équipe du Maroc? Vous attendiez à souffrir autant dans ce match? Belle équipe, après souffrir, je sais pas, on avait un plan de jeu, on savait qu'ils allaient aussi vouloir garder le ballon, mais après on a réussi à être compact, on n'a pas concédé tant que ça d'occasion et sur notre force, les contre-attaques, on a réussi à les punir 2 fois, donc à la fin je pense que la victoire elle est méritée. Qu'est-ce que vous a dit le président dans le vestiaire? Il nous a dit qu'il était fier de nous, mais que surtout rien n'était fait, il fallait gagner le prochain match, donc ce qui est sûr c'est qu'on va bien récupérer pour être prêt. Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann, réaction au micro des journalistes sur place, dont Ibrahim Mboup. Ibrahim, bonsoir. Vous êtes à Doha, après avoir écouté les propos des joueurs français. On peut se dire que la France reste concentrée sur son objectif de dimanche. Bonsoir Ibrahim Diédhiou. Oui, la France reste concentrée sur la finale de dimanche face à l'Argentine. Cet après-midi même, la France a tenu une séance d'entraînement, mais c'était à huis clos. Les journalistes ne pouvaient pas couvrir cette séance des Bleus au complexe Al-Sadd. Ils sont concentrés, ils ont un objectif à atteindre, c'est de réaliser le back-to-back, c'est-à-dire gagner 2 Coupes du Monde d'affilée. Une performance rare dans l'histoire de la Coupe du Monde. Seule l'Italie et le Brésil l'ont réalisé. L'Italie en 1934 et 38 et puis le Brésil de Pelé en 1958 et 62. Donc c'est un défi à relever pour Didier Deschamps et ses hommes dimanche prochain face à l'Argentine. Et quelles sont les nouvelles des joueurs français blessés? On parle de Rabiot qui est encore un peu souffrant. On n'a pas encore de plus amples infos sur l'état de santé de Adrien Rabiot et de Dayo Upamecano qui ont raté la demi-finale. Ils ont pris un coup de froid avec la climatisation à outrance dans les hôtels, dans les camps de base, dans les stades de compétition. Ils ont eu mal à tenir le coup. C'est ce qui explique leur absence en demi-finale, mais dès demain ou après-demain, certainement la Fédération française de football va donner de plus amples informations sur leur état de santé. On verra s'ils pourront jouer la finale dimanche face à l'Argentine. Et puis du côté argentin, Lionel Messi
garde sans doute son rêve au fond de son cœur et de son esprit. Comment les Argentins entendent justement attaquer ce match-là? Oui, les Argentins, autant pour moi, ont beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes aussi. L'Argentine attend cette Coupe du Monde depuis 1986. C'est presque 36 ans d'attente. Il y a eu énormément de générations talentueuses en Argentine ces 20 dernières années, mais aucune de ces générations n'a réussi à se hisser sur le toit du monde, n'a réussi à gagner une Coupe du Monde. On l'a dit et redit, c'est la DER de Léo Messi, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand. Et à 35 ans, le rêve de tous les Argentins et le rêve de beaucoup d'amoureux du football, c'est de voir Léo Messi brandir le trophée de la Coupe du Monde au soir du 18 décembre. Les Argentins se sont entraînés cet après-midi. C'était une séance ouverte à la presse. Ils sont déjà en plein dans la préparation de la finale et ils ont une revanche à prendre sur cette équipe de France qui les avait éliminés en 8e de finale en Russie en 2018, 4-3 avec un doublé de Kylian Mbappé. Et la finale de dimanche, Ibrahima, sera aussi une belle opposition entre Kylian Mbappé et Léo Messi, deux coéquipiers en club au Paris Saint-Germain. Et au-delà du trophée mondial, un des joueurs va être sûrement le meilleur joueur de la compétition ou le meilleur buteur, pour vous dire que cette finale-là a beaucoup d'enjeux pour les deux têtes d'affiche, côté français et côté argentin, Kylian Mbappé et Léo Messi. Avant de terminer, Ibrahima, un mot sur le match de samedi, la petite finale entre le Maroc et la Croatie. Les Marocains sont-ils dans l'état d'esprit de gagner ce match et de revenir avec au moins une médaille? C'est toujours difficile de jouer la petite finale parce que les deux équipes qui la disputent sont souvent très déçues après une défaite en demi-finale. Il faut remobiliser les troupes. Pour le sélectionneur ou les staffs, c'est souvent difficile de remobiliser tout le monde après une aussi grande déception. Mais il faut que les Marocains tiennent le coup, qu'ils savent qu'il y a une 3e place à aller chercher. Et s'ils y arrivent, ça sera historique pour l'Afrique, puisque l'Afrique n'est jamais montée sur le podium d'une Coupe du Monde. C'est vrai que dans l'équipe du Maroc, il y a pas mal de blessés. Est-ce qu'ils seront de la partie? Des joueurs comme Aguerd, comme Noussair Mazraoui, comme Romain Saïs seront probablement forfaits pour cette 3e place. Mais l'enjeu est de taille pour le Maroc. L'enjeu est de taille pour l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc a fait day off. Le Maroc s'est reposé. Il n'y a pas eu de séance d'entraînement. Par contre, la Croatie s'est entraînée en début de soirée. Une séance qui a été ouverte avec des activités médias pour les confrères qui étaient intéressés. Et demain, à partir de 11h, il y aura la conférence de presse de veille de match de Walid Regragui. Il sera accompagné par Zakaria Aboukhlal. Et puis à partir de 16h, il y aura la conférence de presse de la Croatie. Zlatko Dalic sera accompagné par Mateo Kovacic. Et en début de soirée demain, il y aura aussi les séances de veille de match. La Croatie va s'entraîner à 18h. Et puis l'équipe du Maroc va faire sa séance de veille de match à 19h30 locale. Merci Ibrahima Mboup en direct de Doha pour ces informations sur l'actualité du mondial. Une fois encore, le Sénégal sonne la charge contre les maladies tropicales négligées. La campagne 2022 a été lancée à Koki dans la région de Louga. Les bilharzioses et les vers intestinaux sont particulièrement ciblés. Les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale ont joint leurs efforts pour réussir la campagne prévue dans 12 régions au Martchaoua. Les maladies tropicales négligées le sont de moins en moins, mais restent encore un fardeau pour de nombreux pays pauvres. Elles sont invalidantes et stigmatisantes. Un groupe de maladies infectieuses, parasitaires et bactériennes qui affectent 1,5 milliard de personnes à travers le monde, dont 836 millions d'enfants. Parmi les personnes à risque, les jeunes en âge scolaire,
L'éducation nationale travaille étroitement avec le ministère de la Santé. Le ministère de l'Éducation nationale, aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale, apporte tout son soutien dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre les MTN à tous les niveaux. C'est à Koki que la distribution des médicaments contre les MTN a eu lieu, en pleine zone rurale. La mobilisation collective est souhaitée. Ce qui reste vraiment, c'est l'engagement communautaire, c'est l'engagement des populations. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, mais ne peut pas être un agent économique. Donc le lien entre la santé et le développement, mais c'est un lien qui est évident. Si le tableau des MTN est large, le Sénégal en cible un peu plus d'une dizaine. 13 MTN sur les 20 maladies recensées à travers le monde. La population à risque de contracter une MTN au Sénégal et ayant besoin de chimiothérapie préventive est estimée à ce jour à 7 885 000 personnes. Le Sénégal, où les campagnes ont commencé depuis 2007, a enregistré des résultats encourageants. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi c'est une stratégie efficace dans le cadre de l'élimination des maladies tropicales négligées. Et aujourd'hui, le Sénégal a fait d'énormes efforts grâce à ces campagnes de distribution de masse de médicaments. Nous avons arrêté le traitement de masse contre le trachome. Nous allons arrêter cette année, après cette campagne, le traitement de masse contre l'onchocercose. Pour la filariose lymphatique, seuls 3 districts vont traiter cette année, donc Koki. La campagne 2022 concerne la filariose lymphatique, les bilharzioses, les vers intestinaux et l'onchocercose. Elle se déroulera du 12 au 18 décembre dans 12 régions. La France annonce ce jeudi la fin effective de sa dernière mission militaire en Centrafrique, un départ qui survient 4 mois plus tôt après celui des troupes françaises du Mali. Céline Lunefal. Les derniers militaires français déployés en Centrafrique ont quitté Bangui ce jeudi. Le départ des troupes françaises intervient 4 mois après leur sortie du Mali. La France avait déployé en 2013 plus d'1 millier de soldats en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris avec l'aval de l'ONU. Une intervention qui était destinée à faire cesser les violences intercommunautaires dans le pays. Un conflit meurtrier pour les civils, l'ONU a d'ailleurs accusé Seleka et Antibalaka, les 2 groupes armés en conflit, d'avoir perpétré de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La France souhaite que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité en Centrafrique, la MINUSCA, occupe le terrain. Mais la Russie avait déjà dépêché dans le pays des instructeurs militaires en 2018, puis des centaines de paramilitaires en 2020 à la demande de Bangui. L'année suivante, en 2021, Paris décide de suspendre sa coopération militaire avec Bangui, jugée complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. La France accuse les paramilitaires de commettre des exactions contre les civils et d'avoir instauré un régime de prédation des ressources de la Centrafrique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.